3, 2, 1, et c'est parti. Vincenzo, donc merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Donc comme on a discuté déjà 45 minutes hors caméra, quand on est entre Italiens, ça va tout de suite plus vite. Je t'avais contacté suite à des podcasts que j'avais vus avec Andrew Huberman, qui est un neuroscientifique qui s'occupe beaucoup de sommeil aussi. Et j'avais vu donc que toi, tu es un spécialiste ici à Liège dans ce domaine. Et je me disais, ce serait chouette d'approfondir l'argument avec toi. Donc si tu pouvais déjà nous raconter un peu de toi, comme ça. Je suis neuroscientifique et je m'occupe des sommeils et surtout des rythmes circadiens. Et donc, comme les rythmes circadiens, ils impactent sur la cognition, en réalité. Et donc, comme notre sommeil, que c'est un peu l'autre face de l'éveil, non? Et il impacte sur notre vie et sur notre quotidien. D'accord. Et donc, tu es né à Naples? Je suis né à Naples. Je me suis diplômé en psychologie clinique à ça qu'à l'époque s'appelait la deuxième université de Naples. Et après, grâce à des bourses d'études, j'ai gagné une bourse d'études pour aller en Suisse, à Bâle. Et là, j'ai eu ma première rencontre avec la chronobiologie. Donc, à Naples, j'avais fréquenté le laboratoire de psychophysiologie clinique du sommeil. Et en Suisse, je suis arrivé dans ce centre des chronobiologie où ils faisaient des protocoles complètement faux. Et donc, et c'est là que je suis resté plus ou moins 6 mois. Et c'est là que je suis tombé un peu amoureux du sommeil et surtout des rythmes circadiens. Et que j'ai découvert l'impact qu'elle avait dans notre vie, dans notre quotidien. Et donc, après ça, je suis retourné à Naples, j'ai terminé mes études. Et après, je suis venu ici, en Belgique, où j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Maquet, un des plus grands neurophysiologiques, et qu'il m'a proposé après de commencer mon doctorat. Et donc, je suis arrivé ici pour un stage, et ça devait durer 3-4 mois, et je ne suis jamais parti. Et donc, j'ai travaillé au centre de recherche du cyclotron. Et aujourd'hui, je suis partie de l'équipe de Christina Schmidt, qui travaille au centre de recherche du cyclotron, au Giga Neuroscience, dans le laboratoire de chronobiologie et sommeil. D'accord. Tu me racontais tout à l'heure comment déjà, quand tu étais enfant, le sommeil, ça a été quelque chose qui t'a tout de suite intéressé. Et je trouvais ça très, très sympa si tu pouvais nous le raconter à nouveau, car dans les épisodes précédents qu'on a fait avec, c'était plus des épisodes religieux, mais donc avec un prêtre, avec un imam, avec un rabbin, on demandait où est venue ta vocation et en quelque sorte, je pense qu'un parcours scientifique comme le tien, ça demande une certaine vocation pour supporter autant d'années d'études, de recherche, etc. Et donc, je trouvais ça, ton histoire de comment est née ta vocation vers le sommeil, très intéressante. Mais il faut dire que j'étais jamais, je pense, un bon dormeur. Dès quand j'étais petit, je voulais pas dormir. J'allais au lit très tard, même quand mes parents me mettaient au lit. Et j'étais un peu, contrairement à ma sœur, qui arrivait au lit, elle s'endormait. Moi, je me tournais dans le lit, je commençais à penser. Et donc, j'avais toujours un peu de difficultés à m'endormir. Et une des choses qui, avec l'âge, voilà, j'étais petit enfant, et j'ai commencé à développer un peu, je ne sais pas, c'est un fantasme sur les poèmes qu'elle faisait apprendre les poèmes en mémoire à l'école. Et c'était une catastrophe. Et donc, quand j'étais tout petit, j'avais cette inspiration dans laquelle j'avais la conviction que si je mettais mon cœur en bas de mon coussin, le poème, il pouvait se transférer dans mon cerveau comme ça. Et le matin, je me réveillais, je savais bien que j'avais appris. Et en réalité, ça que je faisais, j'étudiais le poème avant d'aller dormir. Et donc, j'ai étudié où je me rappelais du poème. Et le matin après, je faisais un peu, j'avais plus de facilité.
Et donc, quand après, beaucoup d'années après, quand je suis arrivé à la faculté de psychologie et j'ai connu le professeur Gianluca Ficca qui faisait de la psychophysiologie du sommeil, j'ai découvert ça qu'il existait un processus qui s'appelait potentiellement à long terme, pour lequel les contacts entre les différentes synapses, les différents neurones, les différentes cellules de notre cerveau, ils travaillaient même pendant notre sommeil. Donc, quelque chose qu'on avait appris pendant l'éveil, de quelque façon, il continue à faire un tour. Donc, si on imagine qu'une information, elle va faire un parcours particulier dans notre cerveau, quand on va s'endormir, ce parcours, il va être repris. Et donc, on apprend plus facilement. D'accord. Et là, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi, parce que c'était la confirmation en quelque sorte de quelque chose que j'avais imaginé quand j'étais gamin. Et donc, je suis resté très fasciné par ça. J'ai décidé de faire mes mémoires avec ces professeurs-là, et en particulier sur l'effet du sommeil sur la mémoire. Et donc, ça, c'était vraiment j'ai commencé comme ça avec l'effet d'une tâche, on dit une tâche déclarative, donc quelque chose qu'on peut apprendre et déclarer, donc dire, contrairement à une tâche qu'on va faire, qu'on dit une tâche procédurale. Et je voulais étudier, donc, dans mes mémoires, j'avais étudié l'effet du sommeil, en particulier de la sieste, D'accord. sur l'apprentissage, comme elle favorisait ou pas cette mémoire. Et là, je commençais à comprendre un peu le sommeil, la structure du sommeil, la régulation du sommeil. Et je me suis rapproché vraiment à ce monde-là avec l'électrophysiologie, l'électroencéphalogramme, avec des machines qui sont rassemblées, sorties dans les années 80, 70, de la science-fiction. Donc, c'était les amplificateurs. Et j'ai déjà à l'époque, c'était des tout petites machines. Mais à l'université, à l'époque, on n'avait pas vraiment beaucoup d'argent. Et en Italie, malheureusement, la situation, ce n'est pas beaucoup changé, je pense. Et donc, nous, on avait un amplificateur EEG qui faisait plus ou moins 2 mètres de taille, immense. Oh. Et c'était sur papier. Donc, c'était pas vraiment dans un ordi, mais c'était sur des blocs comme ça, avec des aiguilles qui l'écrivaient vraiment de la trace EEG. Donc, qui transférait donc cette signal électrique qui c'est le résultat de toute l'activité de plusieurs colonnes de neurones sur une trace graphique, plus ou moins, qu'on peut reconnaître et lire des éléments qu'il sait lire en tracé électroencéphalographique. Il va te conduire à travers les différentes phases du sommeil. D'accord. Et donc, j'ai commencé là, et après, j'étais en Suisse, où j'ai découvert, voilà, j'ai gagné cette bourse d'études pour aller en Suisse, à Bâle, dans le laboratoire de Christian Kaioken et Anna Wirtz-Justice. Et là, j'ai découvert le monde de la chronobiologie, et c'était donc l'impact de la lumière. Et comme en réalité, la lumière va réguler notre sommeil. Donc, il faut savoir que le sommeil et l'éveil, ils sont régulés ils sont régulés par l'interaction entre 2 facteurs principaux. Un facteur, c'est un facteur circadien. L'autre facteur, c'est ce qu'on appelle homéostatique. Donc, le facteur homéostatique, c'est c'est quelque chose qui peut être représenté par quelque chose d'un processus presque linéaire. Donc, plus on reste réveillé, plus on va cumuler avec le temps un besoin de dormir, qui après il va être déchargé pendant le sommeil. Le processus circadien, par contre, c'est un processus qu'il faut l'imaginer comme quelque chose de sinusoïdal. Donc, une courbe qu'elle va monter, et qui représente un signal d'éveil pendant la journée, donc elle nous pousse à être éveillés. Et au moment qu'elle descend, par contre, il nous pousse à dormir. D'accord. Donc le mot circadien, il dérive du latin.
c'est circadien, que ça veut dire presque un jour. Ok. Et donc, c'est un rythme, comme l'indique le nom, ça dure 24 heures. C'est autour de 24 heures. Ok. Et les deux processus, ils vont interagir et ils vont moduler toute notre fonction neurocognitive. Ok, et pas seulement notre physiologie. Il faut dire que on a un horloge. Le circadien, c'est vraiment ce rythme de 24 heures qui est présent dans tous les mammifères, dans presque tous les êtres vivants sur Terre, les plantes, les bactéries et tout ça. Cette oscillation, c'est vraiment donné par ça qu'on appelle le marqueur du temporel le plus grand, c'est-à-dire le soleil. Et donc, l'alternance entre lumière et obscurité. Comment ça marche? Donc, on a un horloge principal et des horloges partout dans notre corps. L'horloge principale, il est à l'intérieur de notre cerveau. Donc, on se réveille le matin et la lumière, elle arrive dans les yeux. Dans les yeux, il y a plusieurs cellules, entre lesquelles des cellules qui ne participent pas vraiment à la construction de l'objet, de la vision, mais elles transmettent une autre information, l'information de la lumière. Et de quelle lumière il s'agit? Donc de la longueur d'onde de la lumière. D'accord. Et donc, celui-là, ces récepteurs-là, qu'on appelle en anglais non-imaging forming, sont des récepteurs intrinsèquement photosensibles. Et donc, ils captent l'information de la lumière et le transmettent à un centre qui est dans notre cerveau et que c'est l'horloge principale, qui s'appelle nucleus suprachiasmatique, un nom très compliqué, okay, pour dire qu'il se trouve au-dessus du chiasme optique. Le chiasme optique, c'est le point où les fibres des yeux, ils vont à se croiser. Donc, okay. Tu sais, j'imagine que ça qu'on voit à gauche, il est élaboré par l'hémisphère droite et vice-versa. Donc, le train rétino-hypothalamique, il va transmettre cette information de lumière à cet petit centre où il se trouve ce qu'on appelle le master clock. Donc, vraiment, c'est l'horloge principale qui va générer ce rythme de 24 heures à transmettre le message à toutes les différentes parties du corps. Ça se transmet sous forme de hormones ou ça se transmet aussi sous forme d'hormones, oui, tout à fait. Donc, en gros, c'est un message, mais d'hormones, mais c'est un mécanisme moléculaire. D'accord. Donc, sans aller trop dans les détails, mais il y a un système de feedback loop moléculaire dans lequel chaque cellule de notre corps, il a un autre horloge, un oscillateur périphérique. Okay? Donc, c'est comme un peu, c'est SN, donc le suprachiasmatic nucleus, c'est un peu comme le directeur d'orchestre. D'accord. C'est lui qui va diriger un peu l'orchestre dans tous les différents membres de l'orchestre qui sont dans chaque cellule de notre corps. Juste pour te donner un exemple, donc quand j'étais en Suisse, j'ai participé, j'étais un jeune étudiante, donc j'ai participé comme les jeunes étudiants ici à Liège. Je faisais pas seulement les expériences, mais j'étais un peu le volontaire, le participant, parce qu'ils payaient bien. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque là-bas? Ils ont fait des questionnaires à les volontaires, ils ont pris un échantillon des peaux des volontaires. Et après, on met un échantillon de peau à se développer dans des machines, dans un environnement constant. Okay? Okay. Et après, il prend le participant, le volontaire, et il le met dans une unité un peu spéciale, une unité où il y a des conditions constantes, donc il n'y a pas des influences externes, et enregistre un peu le rythme endogène des participants. Et ça que l'on a observé, c'est que celui-là, la peau, elle s'est développée en culture en suivant un rythme que c'était le rythme de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire, le rythme de la personne? Donc, quand on est dans des conditions
constante, on peut extraire, comme tu disais, une hormone, que c'est la mélatonine, que tout le monde connaît maintenant la mélatonine dans les dernières années comme l'hormone de la nuit, l'hormone du sommeil, c'est une hormone. Et donc, ça marche que l'SCN, le nucléus suprachiasmatique, il va, au moment qu'il y a de la lumière, il va transmettre ces messages et il va compter comme un horloge, plus ou moins pour nous assurer 16 heures d'activité et 8 heures de sommeil en moyenne. D'accord. Je parle. Et donc, quand on arrive le soir où il n'y a plus de lumière et on se rapproche de notre horaire habituel de sommeil, la mélatonine, il va être relâché, il va être produit. Et ça, c'est un signal pour nous dire c'est arrivé l'heure d'aller dormir. D'accord. Donc, pour retourner à la Suisse, ça qui s'est arrivé, c'est que les cellules de la peau, ils suivaient le rythme de la mélatonine. Et donc, un oscillateur périphérique, celui-là de la peau, les cellules de la peau, s'est développé avec le même rythme de la personne, même une fois qu'elle était détachée de son corps. Wow. Donc, c'est vraiment un horloge très puissant. Et donc, comme on disait, cette horloge, elle a un directeur d'orchestre, que c'est le nucléus suprachiasmatique, et des horloges partout dans notre corps. Pour donner des messages de quand ça commence le jour, quand ça commence la nuit, et pour dire à chaque organe qu'est-ce qu'il doit faire dans le bon moment de la journée. Donc, ce processus circadien, il va interagir, comme on a dit avant, avec ça que c'est l'homéostatique, le processus homéostatique. Donc, dès combien de temps on est éveillé. Et ça pour assurer un épisode consolidé d'éveil pendant la journée et un épisode consolidé de sommeil pendant la nuit. Donc, on a le processus homéostatique, on sait qu'on cumule probablement une substance chimique, on appelle ça l'adénosine. D'accord. C'est probablement le produit qu'on cumule pendant la journée et qu'il va être plus bas pendant la nuit. Et on a un corrélé physiologique qu'on peut enregistrer pendant le sommeil. C'est-à-dire le sommeil est organisé par phase, par plus ou moins se divise par sommeil non-REM et sommeil REM. Où REM, ça veut dire Rapid Eye Movement. Donc, pendant on est là, mais les yeux bougent beaucoup. Et pendant le sommeil non-REM, on a plusieurs stades, mais on va en sommeil profond. C'est-à-dire qu'on ralentit les ondes cérébrales qu'on enregistre à travers des électrodes sur l'électroencéphalographie, à travers l'électroencéphalogramme. Il ralentit de plus en plus. Donc on passe dans l'éveil où c'est très vite à quelque chose qui va très long. D'accord. Les ondes lentes, donc, ils sont un produit de l'homéostat. Donc plus on reste éveillé, plus on a besoin de dormir, plus on produira des ondes lentes. D'accord. Ça qu'il faut savoir, c'est qu'on a découvert, c'était une vieille hypothèse, mais il y a des évidences de plus en plus à partir dans les années déjà 2000, à partir du groupe de Giulio Tononi, des évidences scientifiques que la qualité de l'éveil, il impacte sur le sommeil. Donc, tu te rappelles quand je disais que le poème, l'information, il continue à tourner. Eh bien, le sommeil, c'est quelque chose de global, mais il peut être vu même comme un phénomène local. Donc, si je te fais faire une tâche spécifique, il y aura une région spécifique du cerveau qui s'occupe de cette tâche-là, si on parle des tâches très élémentaires. Oui. Et cette région-là, si je la fais travailler beaucoup pendant la journée, il va dormir plus profondément pendant la nuit. Donc, il va produire plus des ondes lentes pendant la nuit. D'accord, donc si je comprends bien, chaque partie du cerveau peut avoir pendant le sommeil des différentes ondes. Donc, par exemple, le cortex frontal peut avoir une certaine onde, alors qu'une autre partie du cerveau peut avoir une onde. Plus ou moins, on dira ça. C'est-à-dire la prédominance de plusieurs ondes, il dépend de la zone du cerveau, clairement. Ah, ok. Donc, c'est clair que, par exemple, on sait que les ondes lentes,
On l'observe partout dans le cerveau, mais surtout en cortex frontal. Ok. Okay. Et la façon de laquelle les ondes sont distribuées sur le cerveau, il change en fonction du circadien. Donc, en fonction du moment de la nuit, il y aura des régions qu'elle produit plus ou moins déterminées typologies d'ondes. D'accord. Okay. Donc, dans les années 80, déjà ça, c'était des expériences qu'il avait fait Dirk Laik, mais qui ont été repris en partie dans les années 2000 avec les travaux de Tononi, de Reto Urber, Marcello Massimini. Ça qu'il avait fait dans les années 80, il avait fait une expérience très drôle. Il avait appliqué une stimulation, une vibration à la main pendant des heures, presque toute la journée. Ouais. Et il avait découvert que la région correspondant dans l'autre hémisphère, clairement à la main droite, il produisait plus des ondes lentes comparées à la même région dans l'autre hémisphère. Ok. Des nuits après, ils ont changé la stimulation, ils l'ont mis là, et ça a vérifié la même chose. Donc, une région cérébrale qui a travaillé plus comparée aux autres pendant la journée, il va produire des ondes lentes plus marquées pendant la nuit. Donc, et comme ça, comme par exemple, donc plus on dort, plus globalement, on va effectuer des ondes lentes, on va produire des ondes lentes pendant la nuit. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, Ouais. oui, je suis en train de un peu traiter la formation. Mais du coup, est-ce que ces ondes longues, donc j'imagine lentes. Lentes, est-ce que sont synonymes d'un meilleur sommeil ou sont synonymes d'un sommeil réparateur ou c'est Exactement, pas... sont synonymes d'un sommeil réparateur. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne te laisse pas dormir pendant une nuit, la nuit d'après, tu vas produire plus de sommeil en lente comparé à une nuit habituelle. D'accord. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un indicateur de la pression myostatique. Il faut savoir aussi une autre chose. Malheureusement, notre cerveau il change avec l'âge. Et donc, plus on vieillit, plus notre sommeil se dégrade, mais on produit même moins les ondes lentes avec le temps. On ne sait pas vraiment pourquoi, on sait qu'il y a des processus neurodégénératifs, il y a des substances qui se cumulent dans le cerveau, il y a mais on sait qu'il n'y a pas tout le monde, hein, mais la majorité, on sait qu'on dort de moins en moins et moins bien, okay, en vieillissant. Donc, une des hypothèses principales, c'est aussi que cet oscillateur, le circadien, il devient moins puissant avec le temps. Il faut dire tout d'abord qu'il y a des grosses différences interindividuelles. Okay. Donc, il y a des gens, et ça c'est vrai un peu pour tout, mais c'est vrai encore plus pour le sommeil. Il y a des gens qui se sont plus actifs pendant le début de la journée, des gens qui sont plus du soir, qui préfèrent aller se coucher tard, des gens qui se réveillent, donc celui-là qui se réveille tard et se couche tard, celui-là qui se réveille super tôt et se couche aussi plus tôt. Il y a des gens qui peuvent dormir énormément de temps, qu'ils passent au lit, il peut passer, et pas passer du temps au lit, mais dormir effectivement 10 heures, ça qu'on appelle en anglais. Est-ce qu'on peut le dire, c'est des bâtards Je suis tellement jaloux. Oui, je suis jaloux aussi. Et donc, par contre, des gens qui peuvent dormir 5 heures sans problème, être parfaitement en forme le lendemain. Ouais. Les gens qui, si tu dormes, qui dorment 4 heures, moi, quand je dors 4 heures, je fais un morceau, mais je ne suis pas capable, mon temps, de dormir 9 heures. Donc, il y a des gens qui s'appellent, en anglais, on dit long sleepers, short sleepers, des gens du matin, des gens du soir. Donc, il y a vraiment énormément de différences. Et ça, clairement, il impacte le sommeil, les fonctions cognitives et tout ça.
Maintenant, on a dit avant que la mélatonine, on produit de la mélatonine. Et mais même dans la mélatonine, il y a ça qu'on appelle les low secretors et les high secretors. Donc, c'est celui-là qu'ils vont en français sécréter. Donc, les gens qui vont sécréter beaucoup de mélatonine et les gens qui vont sécréter moins de mélatonine. Mais ça qu'on sait, c'est qu'avec l'âge, tout le monde il va sécréter moins de mélatonine. Donc, l'amplitude de ce signal, il va diminuer avec l'âge. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles, avec l'âge, donc l'horloge, il perd un peu son rythme. Que tu saches, est-ce qu'il y a eu des études qui ont comparé des habitants d'un monde occidental où peut-être notre routine est dictée par le boulot, etc., avec des habitants peut-être de tribus encore assez, je sais pas, en Amazonie où ils vivent plus en contact avec la nature? Il y a plusieurs études donc, sur ça. Donc il faut dire que une partie de ces études, ils sont dictés aussi dans l'idée, est-ce que voilà, c'est quelque chose d'une phase unique, donc un sommeil concentré, où il peut être divisé en plusieurs moments sur la journée, donc par exemple un moment de sieste. Et donc, comme tu disais, est-ce que c'est le rythme de notre société ou pas? Et il y a des études qui ont été faites, je pense, les plus récents. C'était un groupe américain. Je ne me rappelle pas le nom du mec, mais c'était des études faites, je pense, sur plusieurs tribus. Donc en Afrique et en Amérique du Sud, je pense, mais je ne suis pas certain. Et lui, il montrait, mais c'était des études qu'avec un actimètre. Donc un actimètre, c'est comme une petite montre, mais qu'en gros, il va nous donner un graphique enregistré, c'est un accéléromètre, on dit, donc il va enregistrer tous les mouvements qu'on fait. Ok. Et donc, le retour scientifique, c'est qu'on a des graphiques et des données numériques dans lesquelles, pratiquement, tu sais quand la personne elle dort parce qu'elle est en actif. Et donc, à travers ça, elle a montré qu'en réalité, le rythme... L'hypothèse, c'était, une des hypothèses, c'est le monde occidental, il s'est imposé des rythmes sur le travail avec une restriction de sommeil, tout ça. Et il montrait qu'en réalité, ces populations n'avaient pas des rythmes dans lesquels ils dormaient beaucoup plus. Il remarquait qu'il y avait des siestes dans l'après-midi, mais qu'ils ne dormaient pas énormément plus que nous. D'accord. Okay. Et il montrait la sieste parce que c'est une des hypothèses, voilà, on est une des questions scientifiquement vraiment très valables sur lesquelles l'équipe de Liège et de Christina Schmidt en particulier, elle travaille, de laquelle je fais partie, elle travaille sur l'hypothèse de la sieste. Donc, quelle est la fonction de la sieste? Est-ce que la sieste c'est quelque chose de bien? Est-ce que la sieste ce n'est pas quelque chose de bien? Et surtout en fonction de l'âge, parce que ça qu'on sait, c'est que si le sommeil nocturne avec l'âge, il se dégrade et donc on dort moins et moins bien, avec l'âge, il y a de plus en plus des siestes. Les gens ils font de plus de siestes souvent. Et il n'y a plus d'intrusion de toute façon, de sommeil pendant l'éveil et d'éveil pendant le sommeil. D'accord. Et donc, pour revenir à ta question... oui et non, dans le sens que oui, le sommeil dans cette population c'était différent, mais pas complètement. C'est pas qu'ils dorment beaucoup plus comparé à nous. Et donc, c'est une réponse partielle. Il faut dire que c'est qu'une étude comportementale. Oui. Donc, il n'y a pas vraiment... Ce serait... je pense que quelqu'un l'avait fait, mais je suis pas au courant des résultats d'un point de vue d'électroencéphalographie. Au moins ça, je me rappelle qu'une fois j'avais été écouter une conférence de ces mecs-là et il disait qu'il voulait mettre des électrodes. Après, je ne sais pas comment on fait parce que ça ne doit pas être évident. Ouais. Ça. Oui, ma question se posait peut-être un peu plus
sur le fait si le sommeil se dégrade avec l'âge aussi chez les populations où ils n'avaient pas forcément des obligations à, à respecter des horaires prédéfinis, où ils ont, pas sur la quantité de sommeil en elle-même, mais vraiment sur le fait, comme tu disais, que plus on vieillit, moins on dort, moins le sommeil est de qualité. Sur ça, je sais pas te Il répondre n'y avait parce pas que de... je pense pas qu'elle ait été faite parce que, comme on disait avant, ça Ouais. veut dire faire des études physiologiques aussi, donc enregistrer des paramètres physiologiques, que ça va être vraiment difficile que cette population-là, elle va accepter l'idée de s'enfermer dans une chambre de laboratoire et de faire tout ça, sans compter que ça serait voilà, un peu trop invasif. Mm. Donc, je suis de l'opinion que déterminer les populations, il faut les préserver un peu, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Et sans comparer que beaucoup de cette étude, quand on parle des effets sur l'âge, sont des études longitudinales. Ça veut dire qu'on suit la même population pendant des années. Okay? Donc, Christina, par exemple, Schmidt, son étude, c'est vraiment dans son projet COCNAP, qu'elle était financée par la communauté européenne. C'est un projet qui suit les volontaires sur 2 ans, donc pour voir vraiment comment ils changent le sommeil en avant des interventions sur le sommeil diurne. Et donc, pour retourner à ta question, je ne sais pas te répondre vraiment. D'accord. Et tu me disais donc, que pour l'instant tu travailles avec Madame Schmidt sur la sieste. Et quels sont les résultats que vous avez obtenus jusque-là? Pour le moment, on est en train d'analyser les résultats, mais ça qu'on sait, c'est qu'effectivement, dormir pendant la journée, il pourrait avoir un impact pas optimal sur un niveau cérébral, à niveau des fonctions cognitives à long terme. Mais c'est une hypothèse encore. Hein. Oui. On est en train d'analyser les données. Donc, d'accord. Mais surtout sur le comportement et la consolidation du sommeil nocturne. Ok. Et il faut imaginer que pour revenir un peu au fonctionnement normal, aux jeunes, les volontaires, à la vie de tous les jours, ces 2 mécanismes, vraiment, ils interagissent constamment pour te faire avoir une bonne performance pendant la journée et un bon sommeil. Et donc, je ne sais pas, quand tu étais étudiant, probablement, quand tu étais plus jeune, ou même aujourd'hui, si tu as un peu expérimenté ces sensations à fin de journée, d'être très fatigué, de dire oui, non, là je ne peux plus, il faut que je retourne à la maison. Et après, tu retournes à la maison et par contre, tu n'es plus fatigué. Eh bien, ça, c'est exactement le reflet du circadien, de l'interaction entre les 2 processus et du circadien. Donc, quand on arrive à fin de journée, on a accumulé vraiment beaucoup de pression homéostatique, donc on pourrait déjà aller à dormir. Mais si ce serait seulement pour le mécanisme homéostatique et on irait à dormir, on se réveillerait au milieu de la nuit. D'accord. Et donc, c'est ton circadien qui, pour te protéger, il te booste et il te dit maintenant tu es bien éveillé. Okay, donc, d'habitude, 2-3 heures avant l'horaire habituel d'aller dormir, on peut expérimenter cette sensation de vigilance augmentée qui s'est donnée par le circadien qu'il cherche de t'empêcher d'aller à dormir à un moment de la journée que ce n'est pas encore optimal. En même temps, à la fin de la nuit, au milieu de la nuit, vers 5 heures du matin, c'est ton circadien, donc ton homéostasie, c'est très bas, parce que tu as dormi, par exemple, on dira que tu étais à dormir à 11 heures du soir, à 5 heures du matin, à 4 heures du matin. Là, d'un point de vue des récupérations homéostatiques, tu es bien récupéré, tu pourrais te réveiller. Et c'est par contre ton circadien qui intervient et qui dit non mon kiki, là il faut que tu dors. Parce que sinon tu ne vas pas être capable de gérer ta journée. D'accord. Okay? Et cette interaction entre les 2 processus, il va gérer la majorité de notre fonction cognitive pendant toute notre journée. Maintenant, c'est clair, le time giver, le Z-Geber, donc c'est l'indicateur temporel, c'est vraiment cette
différentes, le cycle entre lumière et obscurité, entre jour et nuit. Donc l'information de la lumière, il va nous activer. Mais c'est très important d'avoir cette information à un moment spécifique de la journée, donc le matin. Parce que si on va avoir une information des lumières bleues, que c'est la lumière qui nous active plus, à un moment différent de la journée, ça il peut avoir un impact négatif sur notre nuit. Okay? Genre les GSM, les écrans, etc. Genre les écrans avec une lumière bleue, qu'elle va dans le spectre de la lumière bleue, que c'est un peu la lumière du soleil du matin surtout. Et les LED, clairement, tout ça que c'est un ordi, c'est un écran LED, et c'est pour ça que je recommande toujours les étudiants, notre étudiant, nous, de l'ULG et tout ça, mais tout le monde, vraiment arriver en soirée, d'essayer de limiter l'exposition lumineuse. Et si vraiment il faut travailler, on est là face à notre GSM, à notre ordi, eh bien au moins de mettre un filtre pour la lumière bleue. La majorité des ordi maintenant, les tablettes, les téléphones, ils ont ça qui s'appelle un night shift, ou sur un épaule par exemple, mais quelque chose qui va filtrer la lumière bleue pour aller vers une lumière un peu plus chaude. Parce que si on va avoir une lumière trop forte dans la longueur d'onde d'intérêt, la longueur de la lumière bleue, ça, de quelque façon, c'est un peu comme tromper notre horloge interne. Lui, il commence à compter les 24 heures, plus ou moins le matin, quand il y a la lumière. Et donc, si on donne cette stimulation pendant le soir, on va se décaler. Et ça, clairement, il va avoir un impact sur tout notre fonctionnement, qui n'est pas seulement au niveau cognitif, mais vraiment physiologique, cellulaire et tout ça. Donc, oui, il faudrait essayer d'éviter des stimulations lumineuses le soir surtout. D'accord. La meilleure chose qu'on peut faire, donc, c'est vraiment prendre la lumière, essayer de prendre de la lumière naturelle du soleil au début de notre matinée, pour se synchroniser avec le rythme externe. C'est lui qui nous aide vraiment. C'est un processus naturel. Ouais. Et donc, un peu pour revenir à ça que tu disais avant, la société, comme il nous impose la société, mais nous aussi, on donne notre contribution, on ne va pas aider notre horloge interne. C'est clair, on est à un moment, spécialement maintenant, des émergences climatiques, d'émergences énergétiques. On a développé des lumières un peu plus économiques, mais il faut faire gaffe. Et donc, il faut vraiment essayer de retourner un peu aux sources, non? De retourner avec des rythmes plus naturels, essayer de s'efforcer de prendre de la lumière dans les premières heures du matin, de la lumière naturelle, de faire de l'activité physique. Donc, dans un monde idéal, c'est clair, on a tous souvent des enfants ou un travail qui nous pousse vraiment sur des routines et des horaires très durs, mais il faudrait faire un effort plus. Et c'est un peu, voilà, c'est un mix entre bonne habitude, bon sens et éducation à tout ça, dans le sens qu'on sait, comme on disait avant, qu'un circuit neuronal qui il est entraîné pendant la journée, il dort. Donc on sait que la qualité de l'éveil, il va avoir un effet sur la qualité du sommeil. Donc l'exercice physique, il joue aussi un rôle. Et dans le monde idéal, ce serait magnifique pouvoir faire une petite heure le matin, une course ou même une promenade le matin au soleil, quand le soleil s'éveille. Maintenant, il faut dire, on est en Belgique ici, donc souvent il n'y a pas vraiment beaucoup de lumière, mais le peu qu'il y a, il faut essayer de la choper le matin. D'accord. Est-ce que c'est important de prendre la lumière directement sans avoir... Enfin, je veux dire, je peux me mettre devant ma fenêtre ou c'est mieux d'être en plein air? C'est clairement mieux d'être en plein air. Okay, c'est vraiment, il y a des éléments qui filtrent. Il y a vraiment quel filtre, et c'est pas seulement quel filtre d'un côté, mais c'est vraiment aussi la quantité des lumières qui nous arrivent. Donc, si on est derrière une fenêtre,
on reçoit vraiment beaucoup moins de lumière. D'accord. Okay. Et après, il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur ça, l'angle, clairement, la longueur d'onde de la lumière. C'est pour ça que je dis la lumière du premier matin, c'est la meilleure lumière, celle-là qui va synchroniser mieux. C'est clair que, par exemple, avoir des lunettes de soleil, ça, il ne va pas favoriser. Ouais. Okay. Si je vais faire une belle promenade dans les champs et je prends des lunettes de soleil, ça ne va pas aider. Après, clairement, il y a des pathologies pour lesquelles la lumière, c'est pas bien. Oui, Okay. bien sûr. Et donc, il faut se protéger. Mais si on peut, il faut s'exposer vraiment à la lumière externe et le faire le matin, c'est la meilleure chose. À la lumière externe, donc vraiment à la lumière naturelle. C'est la chose qui va nous aider le plus à avoir un rythme régulier. Et un rythme régulier, ça veut dire un peu être en synchronie avec nous-mêmes, avec notre besoin physiologique. Okay. C'est clair qu'il y a des populations, des travailleurs, par exemple, comme celui-là qui sont les shift workers, qui sont celui-là qui travaillent la nuit, qui sont des travails fondamentaux pour notre société et qu'il faut remercier du travail qu'ils font. Il faut penser aux médecins, aux infirmières, mais aussi à celui-là dans les usines et tout ça. Ces populations-là, elles sont les populations qui probablement elles souffrent le plus. Et c'est pour ça que de plus en plus, les différentes organisations, elles contactent même les scientifiques pour développer des programmes, pour essayer de jouer, pour faire que l'impact, c'est le moins possible négatif sur ces populations. Et c'est pour ça aussi que les tournes qu'elle fait organiser, il faut le voir dans un optique un peu plus long. D'accord. Ce serait mieux de faire, par exemple, ces personnes qui travaillent en pause, que donc une fois ils font le matin, une fois l'après-midi, une fois le soir, ce serait mieux qu'ils fassent plutôt tout à moins le matin, tout à moins le soir, tout à moins la nuit, ou bien c'est mieux de changer chaque semaine? C'est une question très pertinente et très difficile à laquelle répondre. Je pense que faire en moins, ce n'est pas une solution. Il y aurait des effets vraiment très négatifs sur la santé. D'accord. Donc, je pense que le système qu'il est en place, souvent dans lequel c'est un shift de temps en temps, et avec un temps de récupération après, c'est la meilleure chose. Okay. Se taper un mois de travail pendant la nuit, ça veut dire chaque fois, et après un mois pendant la journée et tout ça, ça veut dire pendant un mois avoir complètement un rythme différent. Ça veut dire même que probablement avec le temps ça va être plus facile, mais je ne suis pas sûr des conséquences sur notre santé. D'accord. Donc je dirais qu'une chose c'est le faire une fois par mois par exemple, une chose c'est se taper un mois. Après c'est clair que ça dépend de plusieurs exigences individuelles, sociétaires, de la compagnie, d'un hôpital et tout ça. Mais il faut essayer vraiment comme je disais avant, un peu de retourner aux sources, un peu de penser aux besoins des individus. Vraiment, et donc c'est réapproprier un peu d'une dimension plus humaine. Plus d'harmonie avec ça, que c'est le rythme externe et notre horloge biologique. Voilà. Et je pense que ces années des pandémies, voilà, notre génération n'avait pas connu ça, ni notre génération, ni la génération apparente, celui-là de notre parents. Ils n'avaient pas connu des pandémies, contrairement à celui-là de notre grands-parents, par exemple. Et c'est un phénomène un peu connu maintenant que la pandémie a même rapporté des changements vraiment à l'intérieur d'une phase des populations jeunes. On observe de plus en plus le monde scientifique un peu ces questions et le monde de la société ces questions sur ça. Les gens en Italie, par exemple, mais pas seulement en Italie, ils quittent leur travail, souvent. Et c'était quelque chose qui s'est arrivé vraiment dans ces 2 dernières années. Ouais. Et je pense que c'était un peu aussi
une conséquence de la pandémie, de ça qu'on a découvert pendant la pandémie. Donc, il y a eu en effet des effets néfastes d'un point de vue des sociétaires, pas seulement de la catastrophe vraiment humanitaire, des morts qu'on a eu, mais même sur notre sommeil, sur un niveau des anxiétés, des dépressions et tout ça. Et je pense qu'une partie de la population, elle a même redécouvert de façon différente ses propres besoins. Ouais. Maintenant, c'est clair, une société c'est en continue évolution, mais je pense qu'il faut se rapproprier un peu des besoins en retrouvant un nouveau équilibre, vraiment un nouvel homéostat. Pas du sommeil, mais en général de la vie. Est-ce que tu penses que d'un côté, on est un peu en manque de discipline de ce point de vue-là, dans le sens qu'on pourrait se réapproprier de ces rythmes, mais on choisit de glander devant la télé, glander sur nos GSM. On décide de repousser le réveil de 30 minutes plutôt que de se lever 30 minutes plus tôt pour voir la lumière, faire du sport, même si c'est juste un hit de 30 minutes le matin. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Je sais pas si j'appellerais ça de la discipline, mais oui. De toute façon, c'est tout à fait ça, au point que, tu vois, dans ça qu'on appelle la thérapie cognitive comportementale de l'insomnie, on réapprend un peu ça, on apprend une espèce de discipline du sommeil. Et donc, c'est comme tu dis, il faut essayer de traîner en face de la télé. Traîner probablement en face de la télé sur un canapé demi-couché. C'est la pire chose qu'on peut faire. Okay? Se réveiller à 7 heures, mais rester encore 1 heure au lit parce que c'est le week-end, on peut se le permettre. Oui, mais ce n'est pas vraiment l'objectif, c'est-à-dire qu'il nous ramène quoi? Un niveau des qualités du sommeil, il ne nous rapporte rien parce qu'il est en train de rester au lit, mais on ne dort pas. Donc, ça que souvent on observe dans l'insomnie, c'est qu'il y a des comportements pas appropriés. Donc, et donc, la thérapie cognitive comportementale, c'est quelque chose qu'il va nous réapprendre. C'est une rééducation aussi au sommeil et à l'éveil. Donc, le lit, c'est quelque chose, c'est un endroit qu'on devrait protéger. Notre chambre pour dormir, c'est un environnement qu'on devrait protéger. On devrait avoir des fenêtres bien isolées, un espace qui nous protège, un lit très confortable, mais on devrait aller au lit que pour dormir. On ne devrait pas se mettre au lit à lire ou à regarder la télévision, que c'est la pire chose qu'on peut faire. Avoir la télé face au lit, c'est la pire chose qu'on peut faire. On ne regarde pas la télé au lit. On ne va pas lire au lit. Okay? Au lit, on va pour dormir. Pour faire l'amour. Mais au lit, on dort principalement. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, le soir, c'est clair, c'est un peu comme on disait avant, le soir, c'est une rééducation. Donc, il faut mettre un peu de la lumière un peu plus bas. On ne va pas prendre des substances excitantes. Après, c'est clair. Il y a des cultures comme, je pense à l'Orient, où ils prennent beaucoup du thé, même le soir. Mais ça, c'est un autre discours. Du thé qui contient de la théine, que ça veut dire. Chez nous aussi, non, un petit un bel café dans pot de chêne. Oui, il faut dire, moi j'étais jamais pour ça, mais il faut dire qu'on parlait avant des différences interindividuelles, non? On disait les long sleepers, les short sleepers. Il faut dire que la tolérance à la caféine, c'est individuel. C'est quelque chose qui change d'un individu à l'autre et que ça dépend en réalité d'un gène. La caféine, elle va agir sur la substance qu'on a dit avant, l'adénosine. Et donc, il faut dire qu'il y a ces gènes qui agissent différemment d'un individu à l'autre. Par exemple, ces gènes s'expriment de façon différente dans les populations orientales où ils sont plus tolérants. Donc, où les effets de la caféine ils sont mineurs. Mais il y a des individus, moi, tu me donnes un café à 10 heures du soir, je sais que je ne vais pas bien dormir, je vais être bien réveillé. Okay? Et en plus, il y a des recherches qui l'ont montré qu'un café, il peut avoir un effet jusqu'à 6 heures après.
Ok. Et il va agir même sur le sommeil, c'est ça qu'on appelait le sommeil en lente. D'accord. Donc, il faut éviter vraiment les substances excitantes le soir, comme le café. La population universitaire, les étudiants, je me recommande toujours sur les grosses quantités de stimulants, des boissons énergisantes qu'elle prend, que c'est vraiment pas bien. Et il faut vraiment essayer, et c'est pour ça que je dis une rééducation au sommeil. Ouais. Parce qu'il faut comprendre que le soir, on va pas faire le lit, l'attitude classique qu'on faisait tout, que moi je faisais avant aussi. On va faire la liste des choses à faire demain, de ça qu'on n'a pas fait, on va le faire le soir. Comme ça, on va s'angoisser pour voir ça qu'on n'a pas fait. Non, on va le faire le matin. On va le faire le matin, on va choisir un moment de la journée, principalement le matin, sur faire une belle liste des choses à faire, de ça qu'on n'arrivait pas à faire. Et comme ça, on va les faire. On va pas dire faire ça avant d'aller dormir, comme ça on s'angoisse, parce que, oh, j'ai pas fait ça, oh, j'avais cette deadline-là, ou après-demain, il faut que je vais... Donc, il faut comprendre que le soir, voilà, on peut regarder un film, on peut le regarder dans le canapé, mais on va le faire assis, on va mettre une bonne distance à l'écran, on va pas se placer en face de l'écran. On va mettre des petites lumières un peu plus bas, avec un filtre pour l'écran. On va se relaxer, on a besoin de se relaxer, que ça peut être de la musique, un livre, on peut lire. Mais le concept, c'est qu'on va lire dans une condition éveillée. Donc, on ne va pas se mettre allongé sur le canapé avec un livre dans les mains ou avoir un film, où probablement, ça qui va se passer, c'est qu'on va se dormir. Combien de fois elle t'est arrivé, ou t'est arrivé à tes parents de les voir quand tu étais plus petit, le soir, que vous êtes en train de regarder un film, et à un moment, hop, ça commence. Eh bien, c'est typique. Ça s'appelle dozing off, et c'est vraiment la somnolence des intrusions. Avec l'âge, ça arrive de plus en plus. Et donc, c'est une rééducation, il faut favoriser l'endormissement au lit, et quand on dort du lit, l'activité. Donc, on va se relaxer le soir, on peut regarder un film, on peut lire un livre, on va le faire dans de bonnes conditions. Et on va au lit quand on est fatigué. Il faut essayer d'avoir vraiment des saidi, non? En italien, on dit aiutati che Dio ti aiuta. Okay. Aide-toi que Dieu t'aide. Non, moi, je suis pas catholique, mais le point, c'est qu'il faut s'aider à mettre la nature et notre physiologique dans les conditions de nous aider. Donc, on ne va pas faire des grosses activités physiques, du sport, le soir avant de dormir. Quelqu'un pourra me dire, oui, mais je n'ai pas du temps. Oui, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire avant d'aller dormir? Des fois, là, je me sens concerné. Parce que tu as un enfant et c'est l'unique moment où... Non, parce que souvent, par exemple, je faisais du MMA avant. Et donc, c'est ce sport très intense. Et les courses, donc le soir, forcément, après le travail. Et du coup, Et donc, par exemple, ça veut dire quoi? Tu allais où? À quelle heure? C'était de 20 à 22 heures. De 20 à 22 heures, et tu allais te coucher à quelle heure? Et du coup, je m'endormais vers minuit, minuit et demi, le temps de prendre une douche, de rentrer, voilà, de se calmer. De se calmer, mais tu vois, donc, en gros, tu commences à bouger ton rythme. Maintenant, imagine-toi que ton cours est terminé à 7 heures du soir, tu l'avais déplacé. Et c'est un peu pareil. Si notre journée, il commence le matin tôt, on se couche plus tôt. Mais c'est clair que si je vais recevoir de la lumière le matin à 10h30, eh bien, mon horloge interne, elle commencera à 10h30 à compter. Et donc, je vais me décaler. En chronobiologie, c'est vraiment... On peut arriver vraiment à des rythmes. Après, on a découvert des rythmes pathologiques, non? Un décalage des phases. Donc, à être complètement déphasé, à se coucher très tard, à se lever très tard. Et si la société, il nous impose un rythme qui n'est pas compatible avec ça, clairement, il se transforme dans une privation de sommeil, en gros. Ouais. Donc, il faut vraiment essayer de trouver un compromis entre
notre nécessité, les nécessités physiologiques, les nécessités de notre travail, les nécessités de notre famille, et surtout faire des efforts. Parce qu'il faut comprendre que la qualité de la veille, ça dépend de la qualité du sommeil et vice-versa. Ouais. Donc il faut trouver un équilibre. Il faut donc qu'il est aussi important pour avoir un bon sommeil de se stimuler pendant la journée. Dans C'est le sens, clair, une activité intellectuelle, les deux. Hein, une activité, souvent, j'ai entendu souvent, même dans le domaine médical du sommeil, des fois dire non, l'activité cognitive, c'est plutôt l'activité physique qu'elle a un impact. Ils sont les deux. Donc, clairement, si on joue sur le physique, c'est plus facile. Donc, c'est bien. Faire du sport, c'est bien en général, mais c'est bien pour notre sommeil. Mais l'activité mentale, c'est clairement fait partie de tout ça. On sait que quand on pense à plusieurs maladies comme la démence, les différentes formes de démence, on sait que l'activité cognitive exercitée, il va ralentir les processus neurodégénératifs du cerveau. Donc, c'est clair qu'il faut faire de la gymnastique pour notre cerveau et de la gymnastique pour notre physique. Les deux, ils vont ensemble. Ils vont avoir un impact sur notre sommeil, mais quand même un retour après sur le cerveau, même sur le physique. Ouais. Donc, il faut faire vraiment des efforts pour bien dormir. Il faut avoir une bonne qualité d'éveil et vice-versa. Et ça, c'est vraiment une petite discipline. Il faut apprendre à se relaxer le soir, à faire dégager notre inquiétude. Il faut choisir les moments de la journée dans lesquels... Et on peut le faire, effectivement. Hein. Il y a toute une série d'exercices qu'on peut faire, vraiment, avec... ce sont des petites routines. C'est comme un peu, voilà, tu as un enfant, un enfant d'1 an et demi, on parlait avant. Et on sait très bien, avec les enfants, il ne faut pas dépasser de certains horaires. Il ne faut pas que ça se fait trop tard, sinon ça devient plus difficile qu'il va dormir. Il va pleurer beaucoup plus, mais qu'il veut faire. Il va dire non, je ne veux pas dormir. Ou pareil, on sait qu'on ne va pas l'exciter. On ne va pas le faire jouer à courir avant derrière, avant d'aller dormir. On fait des routines. Mais, eh bien, ça marche aussi pour nous, tout ça. Ouais. Donc, c'est vraiment une rééducation, tout ça. Et il faut faire des efforts parce que c'est clair que la société ne nous aide pas toujours. Donc, il faut qu'on mette un peu nos efforts dans tout ça. Il y avait deux choses que je voulais te demander par rapport à tout ce qu'on a parlé jusque-là. C'était sur l'insomnie. Qu'est-ce qui te provoque? Quels sont les principaux facteurs d'insomnie? Est-ce que c'est purement psychologique ou est-ce qu'il y a une composante physique, genre tu disais tout à l'heure des mauvaises habitudes, C'est comme tu l'as dit dans tes mots, dans le sens que c'est toujours des facteurs, c'est un peu comme des loupes. Donc, les mauvaises habitudes, ils représentent la majorité des facteurs qui causent l'insomnie. D'accord. Okay. La chose quand je vois les patients, je me rends compte qu'ils ont souvent un rythme complètement décalé. Et tu me diras, oui, mais c'est clair, je n'arrive pas à dormir. Non, c'est pas seulement une chose de ne pas arriver à dormir. Un jour, tu vas dormir à 10h, un jour, tu te mets au lit à 9h, un jour, tu te mets au lit à 2h du matin. Ça va pas. Il faut essayer d'être le plus régulier possible. Sans compter qu'il y a toute une série des autres mauvaises habitudes suivant, voilà, et c'est pas seulement les insomniaques, mais les personnes avec des difficultés à dormir, ils ont des mauvaises habitudes même alimentaires, des gens qui boivent par exemple. Parce qu'ils disent oui, mais je m'endors plus facilement si je bois. Oui, mais ce n'est pas la solution. 2, il faut savoir que l'alcool, il a un impact sur le sommeil. Il va jouer sur la structure du sommeil. Il va fragmenter le sommeil REM. Donc, et c'est pareil. Donc, oui, c'est tout à fait une mix des facteurs. Donc, il y a
plusieurs modèles. J'aime bien un modèle qu'on appelle les 3P, okay, donc des facteurs qui existent, qu'ils sont prédisposants, précipitants et perpétuants. Donc, on a quelque chose qui est là, mais qui ne va pas dépasser une certaine seuil, mais qu'à l'arrivée à un moment, pour des raisons que ça peut être la perte d'un travail, un stress, quelque chose, il va faire qu'on devient insomnie. Mais après tout ça, insomniaque, après tout ça, il y a les facteurs perpétuants. On utilise une série de facteurs, des comportements, qui fait qu'ils continuent, qu'on rentre dans un cercle vicieux. Et on continue à avoir des mauvaises habitudes. D'accord. Donc, on commence, voilà, je n'arrive pas à dormir, donc je regarde la télé. Et donc, parce que de toute façon, ça m'angoisse l'idée d'aller au lit. Ou je me mets au lit et je fais des activités. Et c'est pour ça que je disais avant qu'il faut préserver sa chambre. Okay? Parce que c'est vraiment des mécanismes qu'on met en cercle vicieux, qu'on met en marche. Et donc, dans la thérapie cognitive comportementale de l'insomnie, une des premières choses, c'est une rééducation. Okay? Il y a plusieurs techniques, entre lesquelles ça qu'on appelle le stimulus control, que c'est le point qu'on va préserver sa chambre et on va au lit seulement pour dormir. Donc l'insomniaque, par exemple, il passe d'habitude extrêmement du temps au lit. Et c'est pas bien, parce qu'il ne va pas dormir, clairement. Donc, en recherche sur le sommeil, il y a plusieurs mesures qu'on utilise, mais il y a plusieurs variables prises en considération. Mais donc, si on dit il y a le temps passé au lit et le temps qu'on dort. Donc, et ça qu'on appelle l'efficience du sommeil, il est le rapport entre ces deux variables. Okay? Donc, c'est clair que plus on rallonge le temps passé au lit, plus l'efficience du sommeil il va descendre. Parce que si on reste 10 heures dans le lit, on ne va pas dormir 10 heures. On aura plusieurs moments dans lesquels on sera éveillé. Si par contre on reste, 7 heures dans le lit, il y a beaucoup plus de chances qu'on aura une consolidation. Donc, une des premières choses qu'on fait d'habitude, c'est vraiment d'établir quel est plus ou moins le besoin individuel de la personne, combien de temps elle a besoin de dormir, combien d'habitude il dort, il passe au lit, et faire un match entre les deux. C'est entre vraiment ça que c'est son besoin et le temps qu'il passe au lit. Et après, on peut jouer avec le temps pour réconsolider le sommeil. Ça, c'est une des premières choses. Deuxième chose, c'est clairement, comme on disait avant, une hygiène du sommeil. Donc, c'est clair que si je veux me taper 2 boulettes sauce lapin, frites, mayo, compote avant d'aller dormir, je vais pas dormir bien. Et donc, il faut se mettre vraiment dans les conditions, il faut avoir des routines, il faut se rééduquer, il faut avoir une éducation au sommeil. Que faire si, par exemple, je vais au lit à 22h ou 23h et je vois que j'arrive pas à m'endormir? Est-ce qu'alors, à ce moment-là, c'est mieux de se relever? Exactement. Oui. C'est mieux de se relever, on va se lever, et c'est pareil, si on se réveille au milieu de la nuit, on n'est pas capable de s'endormir, ok? On ne va pas passer 1 heure au lit sans être capable de s'endormir. D'accord. Donc, après, une personne normale, tout le monde elle se réveille, pendant la nuit, tout le monde elle se réveille. Après, il y a le bon dormeur, qu'elle se réveille, il faut calculer que de toute façon, on va à la toilette. Et plus passe l'âge, plus on va à la toilette. Okay? Donc, mais qu'est-ce qu'il passe? Le bon dormeur, il se lève, il va à la toilette, il retourne au lit, et il s'endort assez vite. Le mauvais dormeur, il se réveille, il ne s'endort plus. Bien, à ces points-là, c'est quoi le sens de rester 1 heure au lit sans s'endormir? Ça qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'angoisser,
il va commencer à nouveau ce cirque vicieux. Il s'énerve parce qu'il n'arrive pas à s'endormir, et plus il s'énerve, plus il ne sera pas capable de s'endormir. Donc, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est se lever, s'engager dans une activité relaxante. Okay? On ne va pas faire le bilan économique de le mois quand on se réveille au milieu de la nuit. On ne va pas faire la liste de ce qu'on doit faire demain. On ne va pas réviser notre travail. On va faire quelque chose de relaxant. Okay? On va lire un livre. On peut même lire un livre. L'unique chose, c'est qu'on doit être capable de reconnaître après quand le sommeil est en train de venir, pour pas nous endormir sur le canapé. Ouais. Okay? Et retourner au lit. Mais le poids, c'est vraiment... Ça sert à rien de rester 1 heure au lit sans être capable de s'endormir. Et de toute façon, c'est... Il y a peu de chances que... Voilà, souvent on dit « mais ça va être une catastrophe si je ne dors pas. Demain, j'ai ça à faire. Il faut que je dors. » Eh bien, alors, tu sais quoi ? Reste comme ça dans ton lit en pensant que tu ne vas être pas capable de dormir et que ça va être une catastrophe. Ça ne va pas t'aider. Est-ce qu'il y a des protocoles de style relaxation, méditation ou de techniques de respiration qui peuvent aider? Oui. Tout à fait, il peut aider. Je recommande. Il y a maintenant, voilà, grâce au web, on a des ressources infinies. Hein, et c'est vraiment très, très facile de trouver des cours, des tutoriels gratuits, sans vraiment... maintenant même des applications mais sur le smartphone, mais je veux dire, il y a tellement de ressources gratuites que c'est vraiment pas nécessaire d'aller à payer pour un cours et tout ça, et ils sont vraiment très efficaces. Vraiment, c'est des techniques de relaxation, de méditation, de pleine conscience, on a vraiment tous les sauces. Mais le point, c'est qu'il nous aide, et vraiment, je recommande de le faire. D'accord. Vraiment, ça, c'est la chance en montant de la société où on va vers la globalisation. Elle a des points très négatifs, mais elle a même des points positifs. Donc, on a une connaissance qui est diffusée, qu'avant, ce n'était pas accessible. Et vraiment, sur ça... tout ça, que ces techniques de relaxation, de méditation, de respiration, tout ça, ça marche. Vraiment, ça marche et il peut nous aider vraiment. Et il peut nous aider à tous les âges. Hein. Peu importe à quel âge on est jeune, on est âgé, peu importe à quel moment de notre vie, au moment du besoin, au moment vraiment quand on ne se l'attend pas, on le fait, c'est bien. Et donc, à l'inverse de l'insomnie, il y a des personnes comme moi, que si maintenant je me couche ici, je m'endors. Tu me mets n'importe quel moment de la journée, n'importe quand, même si je suis pas fatigué, là je suis en forme et tout, mais si je me couche, le temps 5 minutes, je vais m'endormir. Et tu vas t'endormir pour combien de temps ? Je sais pas, souvent une petite demi-heure, comme ça, après je me réveille parce que... Et ça aussi, je voulais te poser la question, donc c'est 2 facteurs. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, voilà, comme moi, je peux m'endormir un peu partout, un peu sans problème, et même si je viens de me réveiller 2 heures après, je me recouche et je sais que je vais m'endormir. Donc, si toi, la première question c'est, comment tu estimes ton sommeil des nuits ? Est-ce que tu penses que tu dors bien ? Je pense que oui. Okay. Je suis assez régulier, plus ou moins dans les horaires. Et tu dors combien de temps la nuit ? Ça dépend des jours si j'ai entraînement ou pas, mais quand j'ai pas entraînement, je suis sur les 8 heures. J'essaie d'avoir 8 heures de sommeil. Alors, je vais au lit entre 10 et 11 heures. Je me lève à 6 heures. Donc 7-8 heures. Et d'habitude, la nuit, je dors bien. Je me réveille quelques fois, mais je me rendors assez rapidement. Pas... Bien, on dira donc qu'il y a un protocole qui a été établi pour comprendre même si quelqu'un a un problème de sommeil. Okay, on appelle le multi-sleep latency test. Donc, on donne par exemple, à partir, si je me rappelle bien, c'est 3 heures après l'horaire habituel. On fait ça dans des conditions de laboratoire des cliniques du sommeil
où on pense qu'il y a un problème de sommeil. Hein. D'accord. Mais où on peut le faire en recherche pour voir comment il est régulé le sommeil. Donc 3 heures après qu'on s'est réveillé, on donne chaque 2 heures 5 opportunités de s'endormir. Donc on a une mesure que c'est ça qu'on appelle la latence d'endormissement, donc combien de temps il te faut pour t'endormir, qu'elle peut être utilisée pour calculer ton besoin. Bien, si toi tu me dis j'ai passé une très bonne nuit, mais chaque fois sur les 5 opportunités que je te donne de dormir, tu t'endors et tu t'endors tout de suite, là très probablement il pourrait avoir un problème de sommeil. D'accord. Ok, ça ne veut pas dire que c'est ton cas, hein, Oui, bien sûr. parce que comme on disait avant, il y a des différences individuelles énormes. Que ça veut dire qu'en réalité, peut-être ton besoin de dormir, c'est un peu plus long de ça que tu fais. Et que donc, en réalité, tu n'as pas déchargé tout ton besoin de dormir. Ouais. Donc, et c'est pour ça qu'on fait vraiment, c'est surtout pour comprendre les différences interindividuelles qu'on fait déterminer expériences et ils se sont développés déterminés protocoles pour comprendre les exigences individuelles, pour comprendre les habitudes des personnes. Donc, dans ton cas, je ne sais pas quelle est la réponse, mais jusqu'au moment que ce n'est pas un problème, je ne m'inquiéterai pas. Après, si avec le temps ça devient un problème, là il faudrait vraiment le demander, faire des enregistrements EEG. Et dans des cas, par exemple, dans tes études cliniques, dans des cas comme ça, où peut-être une personne, justement, tous les 2 heures arrive à s'endormir comme ça, qu'il y a un facteur physiologique qui est différent par rapport à une personne insomniaque, il y a des valeurs qui sont différentes. D'habitude, ça, la personne qui arrive à s'endormir sur les 5 épisodes, hein, sur les 5 opportunités qu'elle arrive à s'endormir dans des temps très courts, ça veut dire qu'il y a un problème clinique. Ça veut dire souvent qu'elle souffre d'une pathologie du sommeil. Il peut avoir des apnées, il peut souffrir. Okay. Mais, par exemple, il peut être ne pas se rendre compte de ça ou ne pas avoir un partenaire du lit qui lui a dit écoute, regarde que quand tu ronfles, des fois tu t'arrêtes. Donc, mais souvent ces personnes elles sont fatiguées. Mais on a vraiment beaucoup de pathologies de sommeil. Donc, il n'y a que l'électroencéphalographie et la polysomnographie en réalité, plus que l'électroencéphalographie, la polysomnographie. Donc, l'électroencéphalographie, il fait partie de la polysomnographie. La polysomnographie, ça veut dire que c'est un montage complet. Donc, on a des canaux qui sont des canaux EEG, qui est donc le signal de la tête qui nous permet de dire dans quel état du sommeil, dans quel stage du sommeil il est, mais des voies respiratoires. Okay? Donc, typiquement, on a un oxymètre, donc la saturation. On a des bandes thoraciques et abdominales. On a la respiration par la bouche et par le nez, les sensors qu'on a captés, un capteur pour voir le ronflement, et c'est l'ensemble de tout ça qu'elle va nous dire, par exemple, si la personne a un problème de sommeil ou pas. D'accord. Okay, donc, typiquement, quand on disait les 5 opportunités de dormir, d'habitude, on s'endort. L'endormissement, c'est quelque chose de progressif à travers les différentes phases du sommeil. Okay? Donc, on va stade 1, stade 2, stade 3, et après, on va vers le REM. Donc, on définit un cycle de sommeil, une unité structurelle et fonctionnelle, qui est plus ou moins, elle est environ 90 minutes, à travers dans laquelle il se répète pendant la nuit. Donc, chaque 90 minutes, je vais faire ce cycle, que c'est stade 1, 2, 3, 2, REM. 2, 1, REM. Okay? Au moment que je descends, 1, 2, 3, je remonte,
je reviens au REM et je reviens au REM. Ça, c'est un cycle de sommeil. Ok. Ce cycle, il va se continuer pendant la nuit. Ça qui ça change, c'est la quantité de chaque stade, comment il va être réparti pendant la nuit. Le sommeil, on disait, un processus homéostatique, donc au début de la nuit, je vais faire plus de sommeil en lente. Vers la fin de la nuit, quand l'homéostat, on a récupéré tout notre besoin de dormir, je vais faire beaucoup plus de REM, où on associait les rêves, non? Désolé. Merci. Donc, le sommeil REM, il est associé avec ça qu'on appelle les rêves, comme on les connaît nous, mais on rêve toujours. C'est une activité mentale, mais pendant celui-là du sommeil REM, Rapid Eye Movement, on a le rêve comme on l'entend. D'accord. Et donc, c'est pour ça que quand on se réveille le matin, on a une tendance à se rappeler du rêve, parce que probablement, on se réveille du REM. Ok. Okay. Maintenant, si on revient à les 5 opportunités d'endormir, comme on disait que le sommeil c'est quelque chose de progressif, l'individu qui il va à s'endormir directement en REM, probablement c'est un individu pathologique. Et probablement il souffre d'une pathologie particulière, dans le sens, est-ce que tu as jamais vu Trainspotting? Ouais. Ok. Est-ce que tu te rappelles s'il y avait quelqu'un qui avait un problème de sommeil et qu'est-ce que c'était? Non, je ne sais pas. Donc, il y avait quelqu'un qui, à un moment, il avait des émotions fortes et boum, il tombait. Ok. Il s'endormit. C'est la narcolepsie. Okay. Un narcoleptique, qu'est-ce que c'est la narcolepsie? C'est une intrusion de sommeil REM pendant l'éveil. Ok. Okay. Donc, d'habitude, c'est quelque chose de progressif. On passe à travers ces différents stades pour aller au REM. Le narcoleptique, par contre, il va avoir une intrusion pendant l'éveil des sommeils REM. Pendant le sommeil REM, on a ça qu'on appelle... le sommeil REM, c'est quelque chose de... C'est magnifique, mais c'est quelque chose d'impressionnant. C'est une tempête neurovégétative, on pourrait dire. Donc, ton corps, ta respiration, donc ton corps, il va accélérer. Ta respiration, ça va être irrégulier. Tes yeux, ils bougent comme des fous. Tes ondes cérébrales, c'est ça qu'on appelle en français, on disait ça, le sommeil paradoxal. Parce que c'est paradoxalement similaire à l'éveil d'un point de vue électroencéphalographique. Okay. C'est un tracé très, très, très vite, qu'elle va comme celui-là de l'éveil presque. Et donc, mais on a aussi la chute de la musculature antigravitale. Okay? Donc, c'est ça qui s'arrive au narcoleptique. Et donc, les muscles tombent complètement. On reconnaît, d'un point de vue électroencéphalographique, on reconnaît le REM par les yeux, par les mouvements oculaires, mais même pour l'atonie musculaire. Donc, d'habitude, on a des électrodes qui sont placées ici, en bas du menton. Et à travers ça, on peut voir le tonus musculaire, qui est toujours un peu élevé. Pendant le REM, il tombe complètement. Et c'est pour ça que le narcoleptique, il tombe. Ah. Okay. Donc, normalement, cette typologie de tests-là, ils servent à comprendre, à différencier la population pathologique de celui-là qu'elle n'est pas. Donc, en théorie, 3 heures après que je me suis réveillé, si je bien dormi, je ne m'attends pas de m'endormir. Donc, et je ne m'attends pas, donc si je te mets dans des conditions optimales dans lesquelles tu as bien dormi pendant la nuit et tu as dormi suffisamment sur base de ta nécessité individuelle, que peut-être tu ne sais même pas Galilée, Ouais. Tu ne devrais pas t'endormir. D'accord. 3 heures après. Et si c'est comme ça, peut-être ça va la peine de regarder un peu le sommeil. On fera les tests.
Et du coup, la deuxième question que j'avais, zut, maintenant j'ai oublié. Donc on parlait. Ah oui, il y a ce fait que il m'est déjà arrivé, par exemple, de faire une sieste. Et si c'est un samedi ou un dimanche, je me dis, bah, au lieu. Si je fais une sieste, normalement, je fais max 20 minutes pour pas être après C'est très bien. la tête dans le cul. Et des fois, j'ai pas mis de réveil, je me dis, voilà, je vais dormir. Et des fois, je me réveille après 1 heure et demie. Ah oui, c'est Et clair. ce réveil-là, c'est Très dur. le réveil le plus horrible que je puisse vivre. C'est encore pire que se lever à 3 heures du matin. C'est Ouais. vraiment horrible. Qu'est-ce qui produit cette sensation de... Et la deuxième, plusieurs choses. Donc, tout d'abord, on a un phénomène qui s'appelle inertie du sommeil. L'inertie du sommeil, c'est un peu ça que tu es en train de décrire, c'est-à-dire c'est ralentissement qu'on a au moment qu'on se réveille. Mais l'inertie du sommeil, il dépend dans quelle phase du sommeil on se réveille. Donc, si on se réveille du sommeil en lente, là, on va avoir un temps énorme pour retourner dans un état optimal de vigilance. Par contre, si on se réveille du sommeil en REM, on a besoin d'un temps beaucoup plus court. Tout ça, probablement, c'est parce que quand on est en sommeil REM, on est plus près à l'éveil d'un point de vue vraiment des consciences. Et d'un point de vue électrocortical. Donc, c'est comme si le cerveau il est plus proche et plus près à avoir faire des tâches cognitives. Le contraire, c'est vrai pour le sommeil en lente. Okay. Maintenant, j'espère d'avoir été assez clair sur le truc qu'il y a des moments pour dormir et des moments pour pas dormir. Des moments optimaux et des moments pas optimaux. Donc c'est clair que si on va placer une sieste dans un moment pas optimal, on va se réveiller pas avec des bonnes humeurs probablement. On va être de mauvaise humeur, on va avoir besoin de beaucoup de temps pour revenir à un état de vigilance optimal. Il y a des choses qui en ont mal à la tête aussi, des fois, ok. Donc, c'est donné aussi pour cette composante. Donc, quand on est, c'est clair, hein, sans toucher des aspects de sécurité de notre vie, mais quand on a dormi, on a passé une mauvaise nuit, ou on a dormi pas beaucoup, parce qu'on a dû travailler, ou parce que notre enfant, il s'est réveillé, il a pleuré, ou il était malade, ou n'importe quoi. Si on doit vraiment faire une sieste, c'est mieux faire une sieste courte, à mon avis. D'accord. Okay. Mais et la faire pas trop tard. Parce que c'est comme si on casse l'homéostatique. Ouais. Mais la meilleure chose à faire, c'est faire un effort supplémentaire et ne pas le faire la sieste, à mon avis. Ok. Après, c'est clair, si on n'est pas efficace, si on n'a pas moyen de travailler, on va faire une petite sieste. Mais une petite sieste, comme tu dis, 20 minutes. Donc, oui, à le réveil pour la sieste, c'est clairement, c'est faire une sieste, la faire 15-20 minutes, demi-heure, pas plus. Le power nap, comme ils appellent ça en anglais. C'est ça. Mais pas, et le power nap, il s'est montré, plusieurs études, il avait démontré qu'elle avait des effets positifs. Donc, au niveau des performances cognitives. Mais si on va passer une sieste, que c'est même pas une sieste en sommeil, d'1 heure et demie pendant la journée, ça, comme tu dis, on va avoir une inertie de sommeil beaucoup plus grande et on va avoir un impact sur le sommeil de la nuit, probablement. Donc, faut faire gaffe. On est des espèces diurnes. Ouais. On est fait pour rester éveillé pendant la journée, être actif pendant la journée et dormir pendant la nuit. Et ça doit être quelque chose qui, en fonction de l'exigence, il faut comprendre. C'est-à-dire en fonction de même, il y a clairement, comme on disait avant, des travails,
des typologies de travaux, des classes qui sont obligées, mais dans le possible, il faut se mettre dans les conditions vraiment. Notre cerveau et notre différents régions du cerveau, ils sont affectés de façon différente par la privation de sommeil. Ils sont affectés différemment en fonction de la phase circadienne. On avait montré ça dans un papier en 2016 dans lequel on montrait vraiment comment réagissait le cerveau à une tâche cognitive à travers le cycle circadien. Donc en faisant une privation de sommeil et en mettant la personne dans la résonance magnétique fonctionnelle, on avait vu que les différentes régions ils se comportent différemment. Donc l'activation du cerveau, il change en fonction de la phase circadienne au moment de la journée. Oh. Et pas seulement de la journée, en fonction, on avait dit avant, le soleil, quand même important le sommeil, et donc en fonction des saisons. Ouais. L'impact de la saison sur notre comportement et sur notre cerveau, il est énorme. Énorme. Pas seulement sur les oiseaux, sur la nature, mais surtout sur nous-mêmes. Oui, l'exemple classique où ce week-end on va changer l'heure. Le changement d'heure, oui, c'est encore une autre chose, mais tu vois, c'est vraiment... voilà, on a Giuseppe ici, et qui est un expert de tout ça, que c'est machine, les caméras, il y a quand même 3 caméras ici, que c'est mieux que moi, que par exemple, s'il y a des machines qu'on peut programmer l'exposition pour avoir une exposition extrêmement prolongée, et donc on peut programmer des machines pour prendre une photo par jour, par 24 heures, mais dans laquelle on va capturer toute l'exposition de la lumière, non? L'objectif, elle va s'ouvrir, fermer très longue exposition, et on peut capturer la trajectoire du soleil, par exemple. Eh bien, si on va faire ça sur une montagne pendant toute l'année, on va voir vraiment un graphique. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais ça doit être un truc Solar Graph, je pense, dans lequel on va voir que toute la trajectoire est tous les jours sur toute l'année. Donc, dès qu'on va être de plus en plus bas en fonction de se rapproche à l'hiver, et donc l'exposition lumineuse, il change en fonction de la saison. Et ça, clairement, il a un impact sur tout, sur notre humour, qu'on a ça qu'on appelle, pour aller juste dans un peu des mauvaises humeurs pendant la saison hivernale de quelqu'un, jusqu'à arriver à ça que c'est le seasonal affective disorder, donc vraiment une condition pathologique dans l'hiver, dans laquelle on souffre, on a des symptomatologies dépressives plus marquées, et donc c'est vraiment l'impact de la lumière. Vraiment, on est des espèces diurnes, et il faut comprendre que c'est fondamental, je ne me fatiguerai jamais de le répéter, être exposé à la lumière naturelle. Est-ce qu'il y a des études qui ont cherché... on sait comment donc la lumière du soleil active notre cycle. Est-ce qu'on sait comment les animaux nocturnes activent leur cycle? Est-ce que c'est... Ces rythmes, il existe dans tous les animaux. Okay? Chez les animaux nocturnes, c'est juste inversé. Et qu'est-ce qui déclenche le... C'est la même chose. C'est toujours la lumière, mais avec le mécanisme opposé. D'accord. Donc, c'est les pathways qui sont un peu différents, mais c'est clair, c'est vraiment en fonction du besoin de l'espèce. Okay? Donc, une souris, c'est l'inverse de l'homme. Elle va être active pendant la nuit, elle va être pendant la phase d'obscurité, et elle va s'endormir pendant la journée. Okay? Donc, c'est vraiment... Les plantes sont la même chose. Et ces rythmes, ils continuent. Hein. C'est-à-dire, le timekeeper, la lumière externe, c'est celui-là qu'elle va synchroniser. Mais si on se met dans une cave
dans l'obscurité, dans pas beaucoup de lumière, ce rythme il va survivre. C'est juste que il va se déplacer un petit peu tous les jours. Et c'est pareil pour donc c'est ça qu'on dit free running. Il va vraiment bouger petit à petit chaque jour un petit peu, à se décaler un petit peu. Parce qu'il n'a plus quelque chose qui le synchronise. Mais ce cycle, c'est endogène, c'est partie de nous, c'est un mécanisme qui est dans chaque cellule de notre corps et dans chaque cellule du corps des animaux, et des plantes. C'est juste que c'est inversé. Okay? Mais c'est que ça marche de la même façon. D'accord. Il est vraiment une oscillation interne qui fait qu'on est en harmonie avec les besoins. Donc, un prédateur nocturne, il va avoir le même rythme, mais il va être inversé. Il va être actif pendant la nuit parce que c'est à ce moment-là qu'il va manger plus, qu'il sait que l'évolution lui a permis d'avoir, de survivre et donc d'avoir ces comportements, mais dans l'histoire de la nature, je veux dire, quand on est venu au monde. Vincenzo, si donc maintenant, on devait, de toutes les informations que tu nous as données, on voulait établir un petit protocole ou peut-être même faire un challenge personnel et se dire tout le mois de janvier, c'est le mois fétiche des bonnes résolutions. Tout le mois de janvier, on essaie d'appliquer un protocole pour améliorer son sommeil. Donc ça commencerait par le fait que le matin, exposition à la lumière du soleil. Au peu de lumière de soleil qu'on a ici en Belgique, mais essayer vraiment d'être vraiment à l'extérieur dans les premières heures du matin. Quel est le temps d'exposition idéal? Ça change en fonction de l'individu, de la sensibilité, de la disposition, mais je dirais déjà, si on a déjà l'opportunité même d'être 10 minutes à l'extérieur, tout ça, déjà, elle va nous aider, parce que vraiment, l'exposition à l'extérieur, elle va déjà nous aider. C'est clair que si on peut faire une promenade de demi-heure, c'est encore mieux. Mais 10 minutes, c'est déjà très bien de le faire. Et de le faire en essayant d'être le plus régulier possible. Okay? D'essayer vraiment de le faire plus ou moins à la même heure. Parce que si on va le faire chaque jour à un moment différent, ça ne va pas. Ouais. Donc, si possible, et s'exposer à la lumière externe dans les premières heures du matin, avoir une activité physique pendant la journée, essayer d'avoir des repas légers le soir, de ne pas... Je sais que dans ces pays, ça ressemble un peu difficile, mais de ne pas boire les substances alcooliques le soir, sachant qu'elles ont un impact. Se réveiller toujours à la même heure, c'est la meilleure chose. Les recherches ont montré que c'est encore plus puissant que s'endormir à la même heure. D'accord. Donc, mais c'est quand même d'avoir des bonnes habitudes, donc d'aller se coucher plus ou moins à la même heure tous les jours. Se réveiller encore plus à la même heure. Faire une activité importante, se relaxer, se mettre le soir dans des conditions de se relaxer. Donc, prévoir des moments de détente le soir. Avoir une chambre le plus possible insonorisée. Un environnement calme pour dormir. Et préserver cet environnement. Donc, l'utiliser pour dormir et pas pour regarder la télé, pas pour des autres activités. Okay? C'est pareil, on a une tendance, et je dirais ça, pas seulement pour nous, pour les adultes, mais on a une tendance avec les enfants un peu plus âgés que les nôtres. Il va jouer dans ta chambre. La chambre, elle doit être préservée. Donc, si on peut vraiment une éducation au sommeil, un protocole pour faire ça, la chambre où se coucher, c'est pour se coucher, pas pour faire des autres activités. Donc, s'élever toujours à la même heure, s'exposer à la lumière externe, avoir une activité physique et intellectuelle importante pendant la journée.
prévoir des moments de détente le soir, ne pas avoir un repas trop copieux ou trop lourd le soir, éviter toutes les substances excitantes le soir, donc pas du café, je dirais. Vous pouvez prendre du café jusqu'à 5 heures avant, apparemment, votre heure habituelle, même 6, je dirais, habituel de s'endormir. Se détendre le soir, préserver son environnement de sommeil, et voilà, c'est plus ou moins ça. Super. Vincenzo, merci beaucoup Merci à toi. pour ton temps et toutes ces explications. C'était une belle découverte. J'en ai appris beaucoup et c'était le premier épisode de Scientifique en plus, donc ça donne envie J'espère d'approfondir, d'en faire que ça a d'autres. été. Merci beaucoup. Grazie, caro. Ciao.